Bonjour à tous. Correction des exercices sur la mécanique newtonienne, mais la partie énergie, puisque ça c'est une partie qu'on n'a pas pu voir vraiment ensemble en cours. Alors, des exercices, alors il y en a un qui était corrigé, mais on va le corriger quand même. Donc le 20, le 21, le 24 et le 25. Alors, on nous demande d'appliquer la conservation de l'énergie dans cet exercice. Alors, on nous dit, pour servir au tennis, un joueur placé au point O, donc que vous avez ici, lance une balle verticalement, donc vous l'avez là, et la frappe en A à une hauteur H égale 2,7 mètres. Donc le point A est à 2,7 mètres au-dessus du sol. La balle part avec une vitesse horizontale, d'accord, de valeur V0 égale 126 km/h dans un référentiel terrestre supposé galiléen. On vous dit que la masse de la balle, c'est petit m, et on vous dit qu'elle n'est soumise qu'à son poids. Donc ça veut dire qu'on va négliger les frottements et donc l'action de l'air. Alors on nous demande... L'énergie mécanique de la balle est-elle constante? Alors il se trouve qu'ici, la balle n'est soumise qu'à son poids. Donc je vais quand même faire, même si ce n'est pas demandé bien sûr, on le fait toujours. Le système, c'est la balle de masse petit m. Voilà. Le référentiel terrestre galiléen. Et les forces qui s'appliquent, on nous dit qu'il n'y a que le poids. Donc le poids P de la balle, d'accord. On nous dit qu'il n'y a que le poids qui s'applique, donc il n'y a pas de force de frottement. Le poids est une force conservative, donc s'il n'y a que des forces conservatives et qu'il n'y a pas de frottement qui s'exerce sur notre système, on peut dire que l'énergie mécanique se conserve et donc que l'énergie mécanique est constante au cours du temps. Ensuite, montrer que l'expression de la valeur VB de la vitesse de la balle lorsqu'elle touche le sol, donc ici au point B, s'écrit VB égale cette relation-là. Alors on va évidemment se servir du fait qu'on vient de dire que l'énergie mécanique était constante. Parce que ça veut dire quoi que l'énergie mécanique est constante? Ça veut dire que l'énergie mécanique au point A sera égale à l'énergie mécanique au point B. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'énergie mécanique au point A? C'est l'énergie potentielle de pesanteur au point A plus l'énergie cinétique au point A. Et l'énergie mécanique au point B, c'est l'énergie potentielle de pesanteur au point B plus l'énergie cinétique au point B. D'accord? Alors, il faut évidemment bien regarder les données et regarder ce qu'on nous demande. Donc, on nous donne l'intensité de la pesanteur, donc petit g. On nous dit aussi, on ne nous le dit pas, mais au niveau du sol, donc au niveau du point O ici, on va considérer que l'énergie potentielle est nulle, c'est-à-dire que c'est le repère pour l'énergie potentielle. Donc on y va. L'énergie potentielle, par définition, c'est mg fois l'altitude du point. Donc ici, l'altitude, c'est y. Donc EPP au point A, ce sera mg fois y du point A, en considérant que l'énergie potentielle est nulle quand on est au point O. L'énergie cinétique au point A, ce sera par définition 1/2 de la masse du système fois la vitesse du système au point A au carré, donc 1/2 de mv carré. L'énergie potentielle au point B, c'est mg fois y du point B, d'accord, plus énergie cinétique au point B, c'est 1/2 de m fois la vitesse, mais au point B, donc vb au carré. Donc justement, nous, ce qu'on cherche, c'est VB. OK? Alors, au point MGYA. Alors, on sait que l'altitude du point A, c'est grand H. Donc, 2,7 mètres. Donc, ça nous fait MG fois grand H. Plus 1/2 de M fois la vitesse au point A au carré. C'est quoi la vitesse au point A? C'est V0. Donc, ça fait V0 au carré. Égale mg yb. Yb, c'est nul, d'accord, puisque b est au niveau du sol, donc 0. Et 1/2 de m fois vb au carré, c'est vb qu'on cherche, d'accord. Donc on s'aperçoit de quoi? Donc si je réécris, ça nous fait mg fois grand H plus 1/2 de m fois v0 au carré égale 1/2 de m fois vb au carré. Je vois que j'ai m partout, m et m, donc je vais pouvoir simplifier par m. Si vous voulez en être sûr, vous pouvez factoriser ici par petit m. Ça fait petit m facteur de g fois grand H plus 1/2 de v0 au carré. Et ce sera égal à 1/2 de m fois vb carré.
Du coup, le M s'en va, d'accord, hop et hop. Et on arrive à, donc je le réécris dans l'autre sens, hein, mais c'est pareil, 1 demi de VB au carré égale 1 demi de V0 carré plus G fois grand H. Donc évidemment, je vais faire passer le 2 qui est au dénominateur de l'autre côté. Donc ça nous fait VB carré égale 2 fois 1 demi. Donc allez, je le fais tout en entier. Donc 2 fois 1 demi de V0 carré plus GH. Si je développe, ça fait 2 fois 1 demi, ça s'en va. Donc ça fait V0 carré plus 2 fois GH. D'accord? Moi, je veux VB, donc je passe à la racine carrée. Donc ça fait VB égale racine carrée de V0 carré plus 2GH. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. On est OK. D'accord? Là, il y a un multiplié, on n'est pas obligé de le mettre. Hein. On peut mettre un point ou on peut ne rien mettre. Hein. Ça veut dire multiplier si vous ne mettez rien. OK? Alors, calculer cette valeur, bah, on y va. Donc, c'est une petite application numérique. Alors, attention dans ces relations, hein, les vitesses sont en mètres par seconde, les altitudes ou les distances en mètres et petit g, on vous le donne en mètres par seconde au carré, donc pas de souci. Donc, ça nous fait la racine carrée de V0 carré. Alors, V0, c'est 126 km par heure. Alors, oui, là, j'ai oublié de le faire avant, mais il va falloir faire passer 126 km par heure en mètres par seconde. Alors, 126 km par heure, c'est 126 10 puissance 3 mètres. D'accord? Donc, ça fait 126 10 puissance 3 mètres par heure. Si en une heure, ça parcourt cette distance-là, ça veut dire qu'en 3600 secondes, ça parcourt cette distance-là. Donc, en une seconde, ça en parcourra 3600 fois moins. OK? Donc, ça fait 126 10 puissance 3 mètres sur 3600 secondes. Et là, j'aurai le résultat en mètres par seconde. D'accord? Donc, ça revient en fait à diviser par 3,6. Vous vous souvenez sûrement de ça, puisqu'on multiplie par 1000 et on divise par 3600. Donc, ça revient à faire 126 divisé par 3,6. Divisez les en haut et en bas par 1000, par 10 puissance 3, vous arrivez à ça. OK? Donc, ça, c'est V0. Donc, du coup, j'y vais. V0 au carré, ça fait 126 sur 3,6 au carré. Là, je suis en mètres par seconde. Plus 2 fois 9,81 fois grand H. Grand H, c'est la hauteur où se trouve le point A, 2,7 mètres. Voilà. Alors, si vous faites ce calcul, vous trouvez que VB vaut 36 mètres par seconde. Alors, on ne peut garder que deux chiffres significatifs à cause du 2,7 ici, du 2,7 mètres. Ok, on avait 126 km/h, donc on avait trois chiffres significatifs, mais là, on peut en garder que deux. Ok, donc vous voyez un exemple d'application de la conservation de l'énergie mécanique. Dans le cas d'une chute libre où vous n'avez que le poids qui s'applique, l'énergie mécanique va se conserver, d'accord, et on peut retrouver comme ça une vitesse par exemple à laquelle le système tombe au sol. On peut trouver une vitesse initiale aussi si on ne la connaît pas. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Et ce genre de question peut être une question après une étude newtonienne avec équation de horaire, etc. On peut vous poser des questions ensuite sur l'énergie comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors, on continue avec l'exercice numéro 21. Alors, on vous dit l'étude énergétique de la chute libre. Donc là, on est en chute libre. Donc, il n'y a que le poids qui s'applique. On traduit. D'une balle de masse M égale 25 grammes, considérée comme ponctuelle, nous donne ces graphiques. Donc, on a en bleu l'énergie mécanique et en rouge l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on vous demande de justifier que l'énergie mécanique se conserve. Bah, évidemment, on n'a que le poids qui s'applique. On est en chute libre. Donc, il n'y a que des forces conservatives. Donc, l'énergie mécanique va se conserver. Donc, est une constante. Calculer la hauteur initiale de la balle. Alors, donc là, on n'a pas de schéma, mais la balle, elle est à une certaine hauteur au départ. Comment faire? On sait qu'il y a un lien entre l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, ici, écrit EP. C'est mg fois l'altitude de la balle. Donc, si on appelle cette altitude petit h, par exemple, on sait que EP au départ, donc EP initial, ce sera mg fois la hauteur initiale de votre balle.
D'accord? Est-ce qu'on peut avoir accès à EP initial? Bah oui, puisqu'on a la courbe EP en fonction du temps et EP initial, elle est là. Alors, combien ça vaut environ? Alors, vous pouvez mesurer, hein, on est à 0,6 joules. OK? Donc, du coup, notre altitude initiale, ce sera EP initial sur M fois G. OK? Donc, on fait l'application numérique avec la valeur qu'on a trouvée. Donc, on est à 0,6 joules sur, on nous donne la valeur de la masse, hein, c'est 25 grammes. Alors, le problème, c'est que, attention, est-ce qu'on laisse en grammes? En physique, je vous ai dit, c'est en kilos. Pourquoi? Parce que le petit g, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. C'est la même chose que 9,81 newtons par kilogramme. Donc, il faut absolument mettre 25 grammes en kilogrammes. Donc, ça nous fait 10 puissance moins 3. Et petit g, 9,81. Donc, si vous faites ça, vous trouvez une hauteur de 2,4 mètres. Alors, on ne garde que deux chiffres significatifs à cause du 25 ici. Et alors, même le 0,6, alors je pourrais dire que c'est 0,60 pour garder deux chiffres. Hein. Mais bon, la précision, c'est pas top. Alors, si vous avez gardé un seul chiffre, ça nous fait environ 2 mètres. Bon, là, bon, voilà. On va pas être trop tatillon parce qu'il faudrait pour garder deux chiffres qu'on ait 0,60 hein, pour avoir deux chiffres. Et là, la mesure, sauf si vous mesurez précisément, alors vous, avec une règle, vous mesurez combien il y a de centimètres entre 0,5 et 1. Vous mesurez ensuite combien il y a de centimètres entre 0,5 et le point qui vous intéresse. Vous faites une règle de 3 et vous trouvez la bonne valeur précise à deux chiffres de EPI. D'accord? Ensuite, dernière question. On nous demande de déterminer l'énergie cinétique de la balle à t égale 0. Donc nous, on a l'énergie potentielle initiale et on n'a pas la courbe d'énergie cinétique. Mais on sait que l'énergie mécanique est constante. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique, donc initiale, va être égale à énergie potentielle initiale plus énergie cinétique initiale. Oui, c'est vrai que j'ai même pas besoin de dire qu'elle est constante. Il suffit que j'écrive la définition de l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc ça veut dire que l'énergie cinétique initiale, puisque c'est ça qu'on veut, c'est égal à l'énergie mécanique initiale moins l'énergie potentielle initiale. Alors, il suffit d'aller voir sur la courbe combien vaut l'énergie mécanique initiale. Ben, on est environ, pareil, un peu mesuré, à 1,1 joule. Donc, du coup, l'énergie cinétique initiale, c'est 1,1 joule, moins l'énergie potentielle initiale de départ, 0,60 joules. On arrive à 0,5 joules. Donc 0,50 ou 0,5 en fonction du fait que vous gardez un ou deux chiffres significatifs ici. Donc 0,5 joules pour l'énergie cinétique. Donc là aussi, à savoir faire, on vous donne des courbes d'énergie, déjà repérer qui est qui. On voit ici, je vais quand même le représenter, hein, que il ne veut pas. Bon, bah, c'est pas grave, hein, s'il ne veut pas, tant pis. Non, bon, tant pis. Donc vous voyez ici hein, que hop, je vais essayer de le représenter à main levée. Hein. On a une droite, d'accord, à peu près. Voilà. Donc l'énergie mécanique est constante, donc à repérer l'énergie mécanique. L'énergie potentielle, bah, ici, c'est la chute libre d'une balle. D'accord? Donc forcément, l'énergie potentielle, si vous lancez la balle vers le haut, va augmenter puis ensuite diminuer. Et on n'a pas l'énergie cinétique, mais l'énergie cinétique, bah, évidemment, elle va diminuer puis augmenter, puisque vous avez une trajectoire parabolique. Donc, il faut savoir lire les courbes à t égale 0, mais également à d'autres instants si on vous le demande. Il faut savoir que l'énergie mécanique est constante quand on n'a que le poids qui s'applique et qu'il n'y a pas de frottement. Enfin, voilà, bien étudier les documents qu'on vous propose. On continue. Alors, utilisez cette fois-ci le théorème, attention, de l'énergie cinétique. Alors, c'est plus l'énergie mécanique là qu'on va utiliser, mais le théorème de l'énergie cinétique. Alors, on vous dit que le filament d'un canon à électrons émet des électrons avec une vitesse initiale de valeur négligeable. Alors déjà ça, on traduit. Ça veut dire que la vitesse initiale, on va pouvoir considérer qu'elle est nulle. Donc 0 mètres par seconde. Ensuite, ces électrons sont accélérés dans un condensateur plan. Alors vous voyez l'armature A et l'armature B, dont les armatures A et B sont verticales. On néglige
le poids de l'électron devant la force électrique. Donc là aussi, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il n'y aura que la force électrique qui va s'appliquer. Le poids sera négligeable. OK? Alors, on y va. On va écrire comme d'habitude, même si ce n'est pas demandé. Le système ici, c'est un électron de masse petit m. Alors, on vérifie dans les données s'il n'y a pas une notation pour la masse. Mais il n'y en a pas. Donc, je l'appelle petit m. OK? Ensuite, le référentiel, on nous le dit, c'est le référentiel terrestre. On ne nous dit pas terrestre, mais on nous dit qu'il est galiléen. Bah, c'est le référentiel terrestre galiléen. Ensuite, les forces qui s'appliquent, bah, on n'a que la force électrique qui s'exerce sur l'électron. Alors ici, la force électrique, même si ce n'est pas demandé, c'est quoi la définition? C'est Q fois le champ électrique. Puisqu'ici, on a un champ E uniforme, hein, puisqu'on est dans un condensateur plan, qui va dans ce sens-là. Ça sous-entendrait qu'il part toujours de la plaque positive. Donc ça voudrait dire que l'armature B est une plaque positive et que l'armature A est négative. Bon, ça c'est en plus, hein, mais ça peut être intéressant. Donc c'est assez logique, l'électron il est chargé négativement, il va être attiré par la plaque positive. Hein. Okay. Mais la force électrique c'est Q fois E. Ici Q c'est quoi? Bah, c'est la charge d'un électron. Donc c'est moins E fois grand E. Donc c'est pas demandé mais on le fait quand même. Là, je vous explique quand même pour que ce soit clair pour tout le monde. Le champ E, il est horizontal vers la gauche. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour FE? Ben, on voit que FE aura la même direction que E. D'accord? Puisqu'on a FE exprimé en fonction de E. Mais le sens, vu qu'il y a un signe moins, le sens sera le sens opposé à E. D'accord? Donc, ça veut dire que F sera comment? Ben, F sera comme ça. Alors, c'est logique, hein, les électrons vont être accélérés vers la plaque positive ici, horizontalement. OK? Bon, ceci étant dit, on va lire les questions quand même. Alors, montrer en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Alors, il faut le connaître, que l'expression de la valeur VB de la vitesse de l'électron au point B, c'est ça. OK? Alors, déjà, il faut se rappeler du théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit quoi? Nous dit que la variation d'énergie cinétique entre deux points qui m'intéressent. Donc ici, c'est le point A et le point B. Donc la variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B est égale à la somme des travaux des forces sur le trajet AB, donc des forces qui s'appliquent. D'accord? Alors ici, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire EC au point B moins EC au point A. C'est ça la variation d'énergie cinétique. Égale. Il n'y a qu'une force qui s'applique, c'est la force électrique. Donc ce sera le travail sur AB de cette force électrique. D'accord? Alors, comme vous n'avez pas forcément à le connaître ici, enfin, vous vous en souvenez pas forcément, on vous donne l'expression du travail de la force électrique sur un déplacement AB en fonction de la tension appliquée entre A et B qui permet d'avoir justement ce champ uniforme. Donc, on sait que le travail de la force, ce sera Q fois UAB. Et Q, c'est l'électron, c'est la charge de l'électron. Donc, moins E fois UAB, la tension entre les deux plaques. C'est quoi l'énergie cinétique au point B? Bah, par définition, c'est 1/2 de m fois la vitesse VB au carré. L'énergie cinétique au point A, c'est 1/2 de m fois VA au carré. Mais on sait qu'au point A, la valeur de la vitesse est nulle. Donc ça, c'est VA, hein, d'accord. Donc ça va être égal à 0. Donc on arrive à 1/2 de m fois VB carré égale moins E fois UAB en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. On veut VB. Donc déjà, on va faire passer le 2 de l'autre côté ainsi que le m. Donc ça veut dire que VB égale moins 2 fois E. Je fais passer le 2 de l'autre côté fois UAB. Et je divise par la masse. Alors, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une notation pour la masse de l'électron, c'était ME, mais c'était donné dans ce qu'on avait à démontrer. Donc ici, l'électron de masse petit ME, et donc au final, là, on a M de l'électron, M de l'électron, M de l'électron, M de l'électron. D'accord? Donc VB au carré, pardon, égale moins 2E fois UAB sur ME. Et donc, si je passe à VB en passant à la racine carrée, j'ai bien la racine de moins 2E fois UAB sur la masse de l'électron au carré. Masse de l'électron, pardon. Donc racine carrée de moins 2E fois UAB sur ME. C'est évidemment ce qu'il fallait démontrer. Alors, ça vous fait peut-être peur d'avoir un signe moins dans une racine carrée, mais attention, il faut savoir que pour avoir un champ E
entre A et B qui est dans ce sens, il faut que UAB soit négative. Hein. Donc là, UAB est négative, même si on ne nous la donne pas. Et donc du coup, comme UAB est négative, on a bien quelque chose de positif dans la racine. OK? Alors, dernière question. Comment faut-il modifier la tension appliquée entre les plaques pour que cette valeur de la vitesse augmente? Vous voyez que là, ça dépend de la valeur de UAB, VB, et que si on augmente la valeur de UAB, on augmentera la valeur de VB. Donc, il faut augmenter la valeur de UAB en valeur absolue, hein, puisque c'est négatif, mais en valeur absolue, sa valeur absolue, il faut l'augmenter pour augmenter la valeur de VB. Voilà pour cet exercice. Alors, le numéro 25, encore une fois, l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique. Alors, on nous dit, un ion Mg2+, est produit dans une chambre d'ionisation d'un spectromètre de masse. Cet ion pénètre en position A avec une vitesse initiale de valeur négligeable. Donc, encore une fois, la vitesse au point A pourra être considérée comme nulle. Voilà, hop, et on a un ion Mg2+, donc un cation donc chargé 2 fois plus. Ensuite, on nous dit, il arrive dans un champ électrique uniforme entre deux armatures planes parallèles. Donc là, on peut déjà faire un petit schéma. Hein. Vous avez deux armatures planes, donc A et B. Ok. Vous, voilà, on peut représenter ça comme ça. Et on a un champ électrique entre les deux uniformes. On nous dit que le ion Mg2+, est accéléré jusqu'à la position B où il atteint une vitesse de valeur VB égale. Donc on a la valeur au point B. On nous dit qu'on étudie le mouvement de cet ion assimilé à un corps ponctuel. Donc encore une fois, le centre de l'ion c'est grand G dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. On néglige le poids de Mg2+ devant la force électrique à laquelle il est soumis entre les positions A et B du condensateur plan. Alors, avant de regarder un petit peu, on a donc deux armatures A et B. On pourrait dessiner un système d'axes, hein, évidemment. Mais bon, là, on s'en fiche un petit peu. Le ion, il arrive au point A et il va jusqu'au point B et il est accéléré. D'accord? Alors, on nous dit que la vitesse, quand il arrive au point A, est nulle et que dans ce condensateur plan, il y a un champ électrique. Alors, ce champ électrique, va-t-il de B vers A ou de A vers B? Alors, il va être horizontal, on le sait. Mais alors, on va juste réfléchir un peu. Mg2+, c'est un cation. D'accord? Donc, il est chargé positivement. Donc, la force électrique, qui est Q fois le champ électrique, ça sera quoi ici? Ce sera quoi? La charge de Mg2+. Vu qu'il est chargé 2 fois plus, ce sera 2 fois la charge élémentaire, donc 2E. Donc ici, la force électrique, c'est 2E fois le champ électrique. D'accord? Puisque le l'ion doit être accéléré, il faut absolument que la force électrique, elle soit comme ceci. D'accord? Et comme FE égale 2E fois E, ça veut dire que FE et E ont même direction et même sens. Donc ça veut dire que le champ E, il est forcément comme ça. Donc ça veut dire que la plaque positive, c'est celle-ci, et que la plaque négative, c'est celle-ci. D'accord? On ne vous demandait pas ça, mais c'est pour, on ne sait jamais. Si vous avez quelque chose sur le champ électrique, faut savoir faire ce genre de choses. Donc tout à l'heure, c'était le contraire, hein, pour l'électron, on avait la plaque moins et la plaque plus. Là, évidemment, c'est l'inverse puisqu'on a un cation. Donc voilà, on sait que ça va se passer un petit peu comme ça. Alors, on nous dit que pour avoir ce champ uniforme, hein, on applique une tension de 20 kV qui sera du coup positive ici. On nous donne la charge élémentaire et on nous donne, comme tout à l'heure, l'expression du travail de la force électrique dans ce cas-là, dans le cas d'un condensateur plan où on a une tension UAB. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'exprimer la variation de l'énergie cinétique de l'ion Mg2+ entre les positions A et B. Donc, variation entre A et B de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. D'accord? Par définition, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois la vitesse. Donc ici, 1/2 de m VB carré moins 1/2 de m fois VA carré. Or, on sait que VA est égal à 0 puisque
La valeur est négligeable quand l'ion arrive ici. Donc, il nous reste 1/2 de m fois VB carré. Donc ça, c'est la variation d'énergie cinétique entre A et B. Ensuite, on nous demande d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour trouver quoi? Pour trouver la masse de l'ion Mg2+, et la calculer. On sait que d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation entre A et B de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces sur AB, donc qui s'applique sur votre système. Or, ici, on ne va considérer que la force électrique. Donc, la variation d'énergie cinétique entre A et B sera égale au travail entre A et B de la force électrique E. Et on sait, d'après l'énoncé, donc on le sait ici, que ce travail, c'est Q fois UAB. Or, ça sera Q de Mg2+, fois UAB. D'accord? Et on sait que la tension appliquée entre les armatures, c'est U. Donc, du coup, ça nous fera Q de Mg2+, comme c'est 2 fois plus, c'est 2 fois la charge élémentaire. Et UAB, c'est U. OK? Donc, on remplace. La variation d'énergie cinétique, on a trouvé que c'était 1/2 de m fois VB carré. Et ce sera égal à 2E fois U. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la masse de l'ion Mg2+. Alors, c'est cette masse, évidemment, hein, je ne l'ai pas dit ici, mais c'est la masse du système. Donc ici, c'est la masse de Mg2+. Donc M, c'est la masse de l'ion Mg2+. Donc, il va falloir sortir le M. Donc, du coup, je vais déjà faire passer le 2 de l'autre côté. Ça nous fait M fois VB carré égale 2 fois 2, 4, E, U. D'accord? Avec des fois, si vous voulez. Ensuite, je vais passer le VB carré de l'autre côté en divisant, et ça me fait M égale 4EU sur VB au carré. Et voilà l'expression de la masse de l'ion Mg2+. Donc j'y vais pour l'application numérique. Donc la masse de Mg2+ sera égale à 4 fois la charge élémentaire 1,60 10 moins 19. Donc là 1,6, on nous donne que deux chiffres significatifs en coulombs. Fois la tension, c'est 20 kV. Attention, 20 kV, c'est 20 10 puissance 3 volts. Encore une fois, deux chiffres significatifs. Et je divise par la vitesse VB au carré. Et on nous dit que la vitesse VB au carré, c'est 5,61 10 puissance 5 mètres par seconde. Et donc, j'élève ça au carré. OK? Alors, si je fais le calcul, donc je vais évidemment trouver une masse en kilogrammes ici. Et si je fais ce calcul-là, je trouve 4,1, donc avec deux chiffres significatifs, 10 puissance moins 26 kg. Donc, ce serait la masse de l'ion Mg2+, qu'on a trouvé grâce au théorème de l'énergie cinétique. Donc, attention à savoir, hein, le théorème de l'énergie cinétique, à savoir l'appliquer. En général, vous aurez qu'une seule force dont il faudra trouver le travail, hein, d'accord, soit la force électrique, soit le poids, etc. Mais à savoir appliquer, ainsi que le théorème de l'énergie mécanique, quand elle se conserve, c'est très pratique. Voilà, bon courage à tous.